Savoie. Mesdames et messieurs, les vrais héros ne sont pas, et vous le savez mieux que quiconque, des surhommes. C'est parce qu'ils sont aussi fragiles que nous, parce qu'ils sont des hommes et des femmes ordinaires, que les actions qu'ils accomplissent sont, elles, absolument extraordinaires. C'est à ces héros du quotidien que je veux ici rendre hommage. Et j'ai une pensée émue aussi pour les blessés, dont certains sont encore hospitalisés, et pour toutes les proches des victimes. Je voudrais leur dire à quel point leur force dans l'épreuve, leur dignité dans la tragédie ont été pour moi, comme pour l'ensemble des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, et plus particulièrement pour les préfets, une leçon. De la même façon, je n'oublierai jamais ce qu'a pu être, à l'occasion des inondations, la mobilisation qui fut la vôtre pour apporter à nos concitoyens les plus vulnérables un peu de soutien et un peu de répit. Cet engagement, j'ai souhaité qu'il soit matérialisé par des actes de la part du gouvernement en reconnaissance de la force de votre engagement. Et j'ai souhaité que les réformes concrètes au service des sapeurs-pompiers de France et donc au service des Français puissent être engagées. Je voudrais commencer par le volontariat. Le 11 octobre 2013 était signé l'engagement national pour le volontariat au congrès de Chambéry. Ce n'était pas là un simple document, c'était pour tous les signataires un acte de foi dans le modèle français de sécurité civile, dont le volontariat, vous le savez, constitue le socle et la manifestation de leur volonté indéfectible de conforter et de développer ce modèle. Il y avait, mesdames et messieurs, Monsieur le Président, cher Éric Faure, urgence. En moins de 10 ans, nous avions perdu 10 000 sapeurs-pompiers volontaires. Et rien ne semblait de nature à freiner cette évolution. Nous avons collectivement décidé de refuser cette fatalité. Et je crois que nous avons eu la lucidité de reconnaître, alors que nous n'avions pas suffisamment compris ou intégré cela, les évolutions de la société et la nécessité pour le volontariat de s'y adapter. Nous venons de faire le bilan de l'engagement national pour le volontariat et j'ai tenu à ce qu'il soit partagé par l'ensemble des signataires. Ce bilan, il est incontestablement positif. 24 des 25 mesures du plan de Chambéry sont d'ores et déjà engagées au plan national. Le défi, désormais, comme vous l'avez dit, c'est que dans chaque territoire, chacun s'approprie les outils mis en place et s'en sert pour consolider et développer le volontariat. Et je l'ai dit au président de l'Association des départements de France, il ne s'agit pas de signer un accord, il ne s'agit pas de donner l'impulsion pour que les actions soient engagées 24 sur 25. Il faut ensuite que dans chaque territoire, la volonté qui a présidé à la signature de ce texte irrigue les acteurs locaux pour que nous soyons à la hauteur de l'ambition que nous portons ensemble. D'abord, nous avons réussi à enrayer l'érosion continue du nombre de sapeurs-pompiers volontaires. Après une hausse de près de 1500 sapeurs-pompiers en 2014, l'année 2015 s'est traduite par une stabilité des effectifs et je suis confiant dans le fait que l'année 2016 marquera une nouvelle dynamique de hausse afin que nous nous rapprochions ensemble de l'objectif, certes ambitieux, que nous nous étions fixés de 200 000 sapeurs-pompiers volontaires à terme. Notre société a évolué, avec elle l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires. Bien entendu, nous ne pouvons pas renier les valeurs fondamentales qui président à cet engagement, mais nous devons tenir compte des évolutions de la société pour faire en sorte que cet engagement soit amplifié, facilité, compris. Une activité volontaire, un engagement citoyen qui offre à chacun de nos concitoyens la même qualité de service, où qu'il soit sur le territoire, tel est bien l'objectif que nous poursuivons. Dont les sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas, comme j'ai parfois pu l'entendre, des salariés à mi-temps. Les volontaires sont certes dévoués, mais si nous voulons les fidéliser, et c'est un enjeu majeur pour parvenir à augmenter les effectifs, il est essentiel de veiller à ce que leur engagement soit compatible avec une activité professionnelle ou une activité d'étudiant, et bien entendu compatible avec une vie familiale équilibrée. Je redis là mon attachement
à ce que l'astreinte soit le positionnement privilégié des volontaires. Nous devons aussi chercher à élargir les viviers de recrutement. Il faut d'abord donner le goût de l'engagement à nos concitoyens, et ce, dès le plus jeune âge. C'est pour cette raison qu'il faut continuer à développer les sections de jeunes sapeurs-pompiers, qui sont une formidable école de la vie, en plus d'être un vivier de recrutement privilégié pour de futurs sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires. Nous avons également expérimenté au cours de l'année écoulée une nouvelle forme de participation de la jeunesse de France aux activités de sécurité civile et des SDIS avec les cadets de la sécurité civile. Le succès de cette expérimentation m'a amené à décider de la généralisation de ce dispositif à la rentrée scolaire de septembre 2016. Il y aura désormais, mesdames et messieurs, dans chaque département au moins une classe de cadets de la sécurité civile. Mais le développement du service civique dans les SDIS amènera vers nous de nouveaux publics de jeunes ayant envie de donner aussi à travers cet engagement un sens profond à leur vie. Nous devons tendre la main à des publics qui sont encore aujourd'hui insuffisamment représentés dans le volontariat. Les femmes, par exemple, ne représentent que 17% du total des effectifs de volontaires. Il en va de même pour les habitants des quartiers prioritaires. Les SDIS, qui sont au service de tous les citoyens, doivent refléter dans leur composition cette diversité des hommes et des femmes, des métiers et des origines. Je crois aussi à l'enjeu de la communication. Faire connaître le volontariat, c'est l'étape préalable indispensable au recrutement. Et nombreux sont nos concitoyens qui ignorent encore les modalités de cet engagement, à l'heure où nombre d'entre eux veulent s'engager plus activement dans la société, au service de la protection des Français, par amour de la patrie. Il est essentiel de les tourner vers le volontariat. Dans ce domaine, de nombreuses initiatives ont déjà été prises et j'ai souhaité que nous mettions la puissance du réseau du ministère de l'Intérieur et notamment la puissance du réseau de l'administration territoriale au service de cette grande cause d'intérêt général. Outre les grandes campagnes nationales, il y a eu partout en France des initiatives formidables pour promouvoir le volontariat, pour encourager et valoriser ces démarches. L'État a lancé un concours des initiatives les plus remarquables auprès des SDIS et j'aurai le plaisir de remettre les trophées aux vainqueurs dans quelques instants. Lorsque l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires se concrétise, notre devoir est d'en faciliter l'exercice. C'est ce que nous faisons à travers la signature de conventions de disponibilité avec les grands employeurs publics et privés. Dès 2014, 10 conventions ont été signées au niveau national et les préfets en ont assuré la déclinaison au niveau local. Avec le président de l'Association des départements de France, nous venons de signer une nouvelle convention extrêmement importante qui permettra d'accorder aux sapeurs-pompiers volontaires en poste dans les services des départements et d'autres collectivités des facilités dans l'exercice de leur activité au sein des SDIS et je remercie le président Bussereau pour sa contribution décisive à la consolidation de ce volontariat. Je m'étais engagé devant vous, en Avignon, à faciliter l'accès au logement social pour les sapeurs-pompiers volontaires à proximité de leur centre de secours. La Convention nationale a été déclinée dans tous les départements qui connaissaient des tensions en matière de logement et plusieurs centaines de volontaires ont pu ainsi bénéficier de ce dispositif. Enfin, ce qu'attendent à juste titre les sapeurs-pompiers volontaires, c'est la reconnaissance qui ne passe pas uniquement par l'attribution de médailles ou des discours de remerciement, même si je dois veiller aussi, je l'ai dit tout à l'heure, à ce que ces marques de gratitude à votre égard soient à la hauteur de votre investissement en faveur de la sécurité des Français. Reconnaître l'apport du volontariat dans la vie d'un SDIS, c'est lui donner aussi une place dans l'équipe de direction. C'est déjà le cas dans de nombreux départements avec les directeurs et les présidents des CASDIS qui mesurent bien l'intérêt d'associer la composante volontaire aux décisions stratégiques de l'établissement. Mais je voudrais que ce principe soit acté dans un décret, comme c'était le souhait de nombre d'entre vous, et c'est le cas depuis le 13 juillet dernier.
J'ai également souhaité accompagner la réflexion menée par l'Association pour la prestation de fidélisation et de reconnaissance et la Fédération nationale des sapeurs-pompiers volontaires sur l'évolution du régime particulier de cette prestation. Les échanges qui ont eu lieu, très riches, parfois considérés par vous comme trop longs, ont abouti à un consensus sur un nouveau régime de prestation que l'État s'est engagé à financer à hauteur de 50% aux côtés des collectivités territoriales, sans qu'il ne soit plus besoin d'appeler des cotisations auprès des volontaires eux-mêmes. Je veux ici vous dire, pour vous rassurer, et pour rassurer notamment les sapeurs-pompiers qui bénéficient de ce dispositif, qu'il n'y aura ni perte des droits acquis, je m'y engage solennellement, ni rupture dans la prise en charge. Et je veux remercier le député Jean-Paul Baquet, mon ami, président du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires, pour son aide décisive dans ce projet. Car c'est lui qui a déposé hier une proposition de loi publiée au journal officiel ce matin, relative aux sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, qui réforme la prestation de fidélisation et de reconnaissance. Je voudrais le remercier personnellement, solennellement, pour l'ensemble de ses actions en faveur des sapeurs-pompiers. Cette proposition de loi permettra de mettre fin à une aberration consistant à empêcher certains militaires qui bénéficient d'une retraite anticipée de cumuler leur pension avec un engagement de sapeur-pompier volontaire, dont le volontariat n'est pas un emploi, et je le redis ici, les sommes versées aux volontaires ne sont pas une rémunération. C'est la position constante du gouvernement, c'est une position que j'ai réaffirmée de façon litanique et imperturbable devant les instances de la Commission européenne, et c'est une position que nous défendrons au cours des prochains mois pour que rien ne soit affecté de ce qui est essentiel. Mesdames et messieurs, j'affirme ici que jamais l'État et les collectivités locales n'avaient autant travaillé pour promouvoir, consolider et développer le volontariat des sapeurs-pompiers. Et je suis personnellement engagé dans ce combat. Et mes instructions aux services placés sous mon autorité sont claires. Cette bataille pour le volontariat, c'est la vôtre, mais c'est aussi pleinement, entièrement, totalement celle de l'État, du ministère de l'Intérieur, du ministre de l'Intérieur personnellement, car plus que jamais, nous avons besoin de conforter notre modèle national de sécurité. Les risques et les menaces qui pèsent de plus en plus sur la France nous appellent à renforcer notre capacité de résilience collective. Les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels y contribuent grandement, grâce à leur nombre particulièrement élevé, à la couverture territoriale, à leur capacité de monter en puissance rapide en cas d'événement grave. C'est grâce à cette réserve opérationnelle que nous avons pu faire face aux feux de forêt dévastateurs de cet été dans le sud de la France ou encore aux inondations historiques du printemps 2016. Mais il y a aussi d'autres acteurs de la sécurité civile qui contribuent à cette résilience. Je pense aux associations agréées de sécurité civile, aux réservistes communaux de sécurité civile. Certains SDIS ont également développé des réserves citoyennes formées d'anciens sapeurs-pompiers qui souhaitent continuer à s'engager différemment en faveur de la sécurité civile. Dans la crise, il faut pouvoir compter sur toutes les forces. Il faut pouvoir mobiliser à chaque instant toutes les énergies possibles. Encore faut-il avoir une vision claire des compétences qui existent, de la façon dont elles peuvent être mobilisées et accompagner la montée en puissance de toutes les initiatives. C'est la raison pour laquelle je vous annonce la création récente, au 1er septembre, d'une cellule réserve auprès du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, dirigée par un officier supérieur du sapeur-pompier, dont l'objectif sera d'assurer cette mission de recensement, d'animation et d'accompagnement de toutes les formes de réserve. Cette cellule a également vocation à travailler à la mise en place d'une nouvelle réserve nationale
d'experts de la sécurité civile, placés sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, dont le rôle sera d'apporter au préfet un appui à la gestion de crise et au retour à la normale dans les situations les plus complexes. L'État est le garant de la cohérence de la politique de sécurité civile sur l'ensemble du territoire national et le ministère de l'Intérieur, à travers la Direction générale, entend bien assumer toutes ses responsabilités dans ce cadre. Il le fait dans le cadre d'une gouvernance partagée avec l'ADF et l'AMF, dont j'ai souhaité qu'elle se concrétise au travers d'un comité des financeurs en 2015. Cette instance est indispensable pour échanger régulièrement sur les grandes orientations des services d'incendie et de secours et prendre ensemble les décisions stratégiques qui s'imposent. Pour mettre en œuvre ces décisions, j'ai souhaité redonner un nouveau souffle à la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Et je voudrais rendre hommage au préfet Laurent Prévost, à ses collaborateurs, qui assument avec talent cette responsabilité exigeante et motivante. Je veux dire à Laurent Prévost ma confiance et ma gratitude pour avoir mené les réformes indispensables dont la Direction générale avait besoin pour assumer son rôle d'impulsion, d'accompagnement, de pilotage stratégique de la sécurité civile en France, avec l'ensemble des agents placés sous son autorité que je salue. Laurent Prévost a su nouer des relations constructives avec l'ensemble des partenaires et il a été un avocat extrêmement efficace auprès de moi, des sapeurs-pompiers. Et je souhaite que cette visibilité nouvelle de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise se manifeste aussi symboliquement à travers la création d'un uniforme de directeur général. Dans les prochaines semaines, l'ambition que je porte pour la Direction générale va se concrétiser par une réorganisation qui permettra de renforcer notamment les services de planification et de gestion de crise, ainsi que la direction des sapeurs-pompiers. D'ici à la fin de l'année, 15 agents supplémentaires, essentiellement des sapeurs-pompiers, viendront renforcer les effectifs de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise en apportant à l'État leur connaissance de terrain et leur expertise technique. Ils permettront à la Direction générale d'exercer dans de meilleures conditions son rôle de tête de réseau des services d'incendie et de secours. Il ne s'agit pas de se substituer au conseil d'administration, mais de porter au niveau national des projets stratégiques d'intérêt général, d'encourager la mutualisation entre les SDIS, de diffuser des notes de doctrine opérationnelle qui garantissent une réponse cohérente aux situations de crise partout sur le territoire national. J'ai également demandé que les préfets s'impliquent davantage dans le suivi des services d'incendie et de secours, et pour la deuxième année consécutive, je leur ai adressé en juillet 2016 une circulaire en matière de sécurité civile qui constitue leur feuille de route annuelle. Et là, je veux dire à Dominique Bussereau, aux élus qui sont ici présents, quel est le fond de ma pensée. Il ne s'agit pas d'une défiance à l'égard des collectivités locales qui assument leurs responsabilités. Mais dans un pays où les catastrophes naturelles ont une résonance nationale, où les services d'incendie et de secours sont engagés sur le théâtre des opérations terroristes, avec la part de risque qui s'attache à cet engagement et la dimension stratégique dans le pilotage et les enseignements que l'on tire des retours d'expérience, tout cela relève de compétences régaliennes éminentes. Et le fait que l'État veuille dire ses prérogatives, non pas par jalousie de prérogatives, mais parce qu'il entend les assumer. J'entends beaucoup de discours appelant l'État à ses responsabilités, mais moi j'entends dans le ministère qui est le mien que l'État les assume pleinement et totalement, et dans une relation de confiance avec les collectivités, et en jouant son rôle d'État stratège. Et donc, je suis convaincu que le fait que nous souhaitions, par les préfets, par le rehaussement des exigences et des réflexions prospectives de la Direction générale, assumer cette responsabilité, n'est de nature à n'inquiéter personne, mais au contraire est de nature à rassurer tout le monde, puisque nous ne voyons pas, compte tenu des enjeux auxquels nous sommes confrontés, comment nous pourrions les remplir bien sans que l'État assume sa vision et sa stratégie.
J'ai demandé aussi aux préfets de zone de renforcer leur implication dans la politique de sécurité civile et j'ai décidé de généraliser l'expérimentation des contrats territoriaux de réponse aux risques et aux menaces, dont l'objet est de recenser l'ensemble des capacités utiles à la gestion des crises. Cette démarche participe de la volonté constante qui est la mienne de voir les forces de secours reconnues comme un acteur à part entière de la sécurité intérieure et pas comme un acteur entièrement à part. Nous sommes malheureusement entrés dans une ère où les secours se retrouvent en première ligne pour investir sur des attaques terroristes, des tueries de masse dans des environnements non sécurisés. Et la menace de surattentat, vous le savez, elle est réelle et elle doit être prise en compte par les secours primo-intervenants. Il faut que les forces de secours soient parfaitement intégrées dans le dispositif d'intervention des forces de l'ordre. De la même façon que j'ai voulu un schéma national d'intervention qui s'appuie sur la complémentarité des forces de police et de gendarmerie, je ne veux aucune cloison, aucune incompréhension, aucun malentendu dans la coopération entre les forces de secours et les forces de sécurité intérieure. J'y veille personnellement, comme je veille à ce que la composante sécurité civile soit systématiquement intégrée aux réflexions et travaux menés par le ministère sur la réponse à la menace terroriste et l'organisation de grands événements. Dans ce domaine, des progrès importants ont été réalisés. J'en veux pour preuve la nouvelle doctrine d'intervention des secours en cas de tuerie de masse diffusée en juin 2016, ou encore l'équipement des SDIS en gilets pare-balles et casques de protection balistique, et les formations aux techniques de médecine de guerre dispensées en partenariat avec le service de santé des armées et le ministère de la Santé. Je veux revenir un instant sur toutes les réformes engagées au profit des 40 000 sapeurs-pompiers professionnels qui ont choisi de faire de leur vocation un métier. Les cadres et agents des SDIS sont appelés à voir leurs responsabilités évoluer dans ce contexte de diversification croissante des risques et des menaces que je viens d'évoquer. En 4 ans, le gouvernement aura mené à bien la réforme de toutes les catégories de sapeurs-pompiers professionnels. Après les catégories C et B, la refonte de la catégorie A sera achevée avant la fin de l'année. De la même façon, voici 2 ans déjà que les agents du service de santé et de secours médical des SDIS attendaient la publication des textes statutaires les concernant. J'avais évoqué ce sujet au congrès d'Agen. C'est désormais, Monsieur le Président, chose faite. Enfin, tous les textes de la clause de revoyure ont été publiés en janvier 2016. Il était arrivé de me demander si la clause de revoyure n'avait pas à ce point du charme que pour que nous puissions nous revoir, il fallait faire durer les choses. Mais sous l'impulsion et la pression d'un certain nombre d'entre vous, j'ai préféré que nous nous revoyions moins souvent, après avoir mis un terme au débat sur la clause de revoyure, pour vérifier que ce sur quoi nous avions décidé de nous revoir fonctionnait conformément à ce dont nous étions convenus. Et donc là aussi, c'est chose faite. Les plus anciens d'entre vous, et là aussi je veux dire des choses claires, et comme je m'exprime peut-être pour la dernière fois devant votre congrès définitif, pour ce qui me concerne, les plus anciens d'entre vous ont entendu parler de la réforme des emplois supérieurs de direction des sapeurs-pompiers professionnels. Vous en avez entendu parler depuis 15 ans. Et c'est le genre de réforme dont tout le monde parle avec un mélange parfois d'amusement, de dérision, tant le sujet a été souvent abordé, sans qu'il n'ait jamais abouti. J'ai pour ma part pris l'engagement de mener à bien cette réforme en appliquant un principe simple, qui est celui que j'essaie de convoquer toujours sur les sujets les plus compliqués. Agir avec détermination, mais avec méthode. Parce que on n'est pas obligé, quand on exerce la responsabilité qui est la mienne, d'agir avec détermination et agitation. Pas obligatoire. Et on peut, d'ailleurs, avec méthode, obtenir plus rapidement des résultats que lorsque l'on agit avec agitation. Comme il arrive d'ailleurs parfois que l'agitation fasse perdre de vue la vérité, je veux la méthode, la détermination et l'exigence de vérité. Donc je n'ai pas pris l'engagement que j'ai pris devant vous sur les emplois supérieurs de direction par défi.
et parce qu'il me paraissait indispensable de mettre en cohérence le statut des cadres supérieurs des SDIS avec les responsabilités croissantes qui sont les leurs, non seulement dans l'opérationnel, mais aussi dans la gestion administrative, financière et managériale d'un établissement public important aux missions régaliennes. La conception de l'encadrement supérieur des SDIS, celle d'un corps d'hommes et de femmes capables de replacer leur action dans un environnement plus large, d'interagir efficacement avec les élus, avec les services de l'État, ayant un parcours diversifié dont les compétences peuvent et doivent être valorisées par la voie du détachement dans d'autres corps de catégorie A+, notamment de la fonction